La ponctualité est la frontière entre la civilisation et l'ensauvagement. Lorsque quelqu'un vous dit « retrouvons-nous vers 5 heures » et arrive à 6 heures moins le quart sans même s'excuser, lorsque le train annonce des retards indéterminés et que vous êtes déjà sur le quai, valise à la main, lorsque le plombier promet le mardi matin et se présente le jeudi après-midi, si toutefois il se présente, vous n'assistez pas à de petites entorses au savoir-vivre. Vous assistez à l'effondrement silencieux d'une conquête de la civilisation occidentale qui a mis des siècles à se consolider. La ponctualité n'a jamais été une simple question de politesse. Elle fut longtemps l'expression la plus haute de la précision, la capacité de dominer le temps au lieu d'en être dominé, d'ériger un ordre partagé contre le chaos. Aujourd'hui, nous vivons dans un Occident hybridé de 1000 autres cultures, arabes, africaines, asiatiques, américaines, qui n'ont jamais développé le même rapport à l'horloge. Et le résultat n'est pas un enrichissement fastueux, mais un abaissement général des standards. Le rendez-vous vague, le plus ou moins, le j'arrive tout à l'heure, le retard normalisé. Ce ne sont pas des signes de souplesse ou d'humanité. Ce sont des signes de décadence. Pensez à Robinson Crusoe. Daniel Defoe ne lui fait pas seulement construire une cabane. Il lui fait construire un calendrier. Robinson, seul sur une île déserte, sans témoins, sans société, entaille le bois pour ne pas perdre le compte des jours. Pourquoi? Parce que, sans la mesure du temps, l'homme décline. Il retombe dans la bestialité, dans l'instinct, dans le pur présent animal. Le calendrier est l'acte de civilisation par excellence. C'est dire, je ne me rends pas au chaos. Je maintiens une structure même lorsque personne ne me l'exige. Robinson ne marque pas les jours par utilité pratique. Il les marque pour demeurer humain, pour ne pas sombrer dans cet état où tout se ressemble, où le temps n'a plus de forme, où il n'y a plus de différence entre aujourd'hui et demain, parce que l'un et l'autre ne sont que lumière et obscurité, faim et sommeil. L'homme qui perd le temps perd la civilisation, et l'homme qui perd la ponctualité perd le temps. Puis il y a Waterloo. 18 juin 1815. L'Europe se décide en un après-midi. Napoléon Bonaparte, le génie militaire qui a redessiné le continent, attend des renforts. Le maréchal Grouchy a des ordres clairs. Poursuivre les Prussiens de Blücher et les empêcher d'atteindre le champ de bataille. Mais Grouchy n'arrive pas. Il hésite, calcule mal, perd du temps. Les Prussiens, eux, arrivent dans l'après-midi. Et lorsqu'ils arrivent, l'équilibre se rompt. Napoléon perd Waterloo non par manque de courage ni par infériorité numérique au début de l'affrontement, mais à cause d'un retard. Un homme qui n'est pas arrivé quand il le devait. L'histoire européenne change de cap. L'Empire français s'effondre. Napoléon finit à Sainte-Hélène. Tout cela parce que quelqu'un n'a pas été ponctuel. Ce n'est pas une anecdote pittoresque. C'est la preuve que le temps entre les mains des hommes devient destin. Celui qui le maîtrise l'emporte. Celui qui le subit perd. Et celui qui arrive en retard trahit non seulement l'ordre, mais la possibilité même de la victoire. Dans la tradition militaire, prussienne, britannique, napoléonienne, le retard n'était pas toléré. Il n'était guère pardonné. Arriver en retard à un ordre, à un appel, à une opération, signifiait cour martiale, dégradation, voire exécution en cas de désertion ou de retard opérationnel. La ponctualité était discipline, et sa violation était trahison de l'ordre. Il ne s'agissait pas d'une sévérité gratuite. Il s'agissait de comprendre que dans la guerre, comme dans la vie, celui qui arrive en retard meurt ou fait mourir les autres. L'armée prussienne fondait sa force non seulement sur le courage, mais sur la synchronie parfaite. Chaque soldat à sa place, chaque régiment là où il devait être, chaque ordre exécuté à la minute fixée. Telle était la machine qui domina l'Europe pendant des décennies. Non les sentiments, non les bonnes intentions, la précision. Où prenaient Roméo et Juliette? Shakespeare construit la plus grande tragédie d'amour de la littérature occidentale sur un retard.
Frère Laurent élabore un plan. Juliette boit une potion qui simule la mort. Roméo est informé par lettre. Tout se déroule sans heurts, mais la lettre n'arrive pas à temps. Roméo, croyant Juliette réellement morte, s'empoisonne à ses côtés. Elle se réveille, le découvre mort et se donne la mort à son tour. 2 jeunes vies perdues, 2 familles détruites, une ville ensanglantée. Tout cela pour une lettre arrivée trop tard. Peut-être le cas le plus célèbre, où l'absence de ponctualité devient tragédie. Ce n'est pas que Roméo manquait d'intelligence ni Juliette de retenue. C'est que le temps n'a pas attendu. Le temps n'attend jamais. Et ceux qui ne le respectent pas sont écrasés par lui. Thomas Mann, dans La montagne magique, fait du temps le véritable protagoniste. Hans Castorp monte dans un sanatorium suisse pour 3 semaines. Il y reste 7 ans. Là-haut, parmi les tuberculeux, le temps se dilate, se déforme, perd sa consistance. Les horloges continuent de tourner mais ne signifient plus rien. Les journées se répètent à l'identique. La précision bourgeoise, la montre à gousset, le rendez-vous fixé, tout se dissout dans la brume de la montagne. Mann le sait. Lorsque le temps perd sa forme, l'homme perd sa direction. Le sanatorium est un monde hors du monde. Un lieu où la ponctualité ne compte plus parce qu'il n'y a plus rien à atteindre. C'est la représentation littéraire de la décadence. À l'inverse, Phileas Fogg, dans Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, incarne parfaitement la ponctualité comme conquête. Fogg vit selon l'horloge. Chaque geste est calculé, chaque minute a un but. Son pari, faire le tour du monde en 80 jours, n'est possible que grâce à une chaîne ininterrompue de correspondances respectées, des trains pris à la seconde près, des navires partant quand ils doivent partir. Fogg est l'homme moderne. Il est l'Occident à son apogée. Non un héros romantique abandonné au destin, un ingénieur du temps. Et il triomphe parce qu'il sait que le temps peut se dominer, à condition de le respecter. Et Louis XVI, 1791. La Révolution française avance. Le roi a encore une chance. Fuir, rejoindre les troupes fidèles au-delà des frontières, organiser la contre-offensive. Le plan est prêt. Mais Louis hésite. Il part trop tard. La berline royale est reconnue à Varennes, arrêtée, ramenée à Paris. Ce retard coûte au roi sa couronne, puis sa tête. S'il était parti 2 heures plus tôt, peut-être l'histoire de France serait-elle différente. Mais il n'est pas parti 2 heures plus tôt. Il est parti en retard. Et celui qui part en retard n'arrive pas. Tous ces exemples ne sont pas des curiosités historiques. Ce sont des leçons sur ce qui arrive lorsque le temps cesse d'être une contrainte partagée, lorsque l'on pense que plus ou moins suffit, lorsque le retard est normalisé. Aujourd'hui, en Occident, cette normalisation est achevée. Les rendez-vous sont vagues, les transports publics imprévisibles. Les gens arrivent quand ils veulent et s'excusent à peine. Ou pire, ne s'excusent pas du tout parce qu'ils estiment cela normal. Désolé du retard est devenu une formule d'ouverture, une manière de commencer toute rencontre. Mais il n'y a plus de honte à le dire, plus le sentiment d'avoir violé un pacte. Ce n'est pas le progrès, ce n'est pas l'ouverture d'esprit, ce n'est pas apprendre des autres cultures, c'est régresser, c'est perdre l'une des conquêtes qui a permis à l'Occident de bâtir des empires, des chemins de fer, des industries, des systèmes complexes qui fonctionnent parce que chaque rouage tourne au moment exact. La ponctualité est respect du temps d'autrui, la seule ressource non renouvelable dont nous disposions. Celui qui arrive en retard vous dit « Ton temps vaut moins que le mien. Ton programme peut attendre. Tes besoins sont secondaires. » C'est un acte de domination déguisé en légèreté. Alors que faire? Premièrement, introduisez dans votre vie une discipline de la ponctualité. Non envers vous-même, cela est aisé.
mais envers les autres. Arrivez à l'heure que vous avez dite. Si vous dites 5 heures, soyez là à 5 heures. Pas à 5h10, à 5 heures. Cela ne vous rend pas rigide. Cela vous rend fiable. Quelqu'un sur qui l'on peut compter. Civilisé. Deuxièmement, exigez la ponctualité des autres. Cessez d'accepter les retards comme inévitables. Cessez de dire « ce n'est pas grave » lorsque quelqu'un arrive avec une demi-heure de retard. C'est grave. C'est très grave. Cela signifie que cette personne ne vous respecte pas assez pour s'organiser. Vous n'avez pas à être grossier. Vous n'avez pas à faire une scène. Mais vous pouvez signaler le retard. Vous pouvez demander que la prochaine fois soit différente. Vous pouvez, si le retard est chronique, cesser de donner des rendez-vous à cette personne. Rétablir les frontières de la civilisation commence par de petits gestes. La ponctualité en est un. Ce n'est pas héroïque. Cela ne vous fera pas gagner des batailles. Mais c'est une manière de dire. J'appartiens à une tradition qui croyait en la précision, en l'ordre, au respect mutuel. Et je ne l'abandonne pas simplement parce qu'autour de moi, tout le monde a décidé que le temps est élastique. Le temps n'est pas élastique. Il s'écoule, indifférent, et ceux qui ne le respectent pas sont emportés, comme Grouchy à Waterloo, comme la lettre de frère Laurent, comme Louis XVI sur la route de Varennes. Robinson Crusoe, seul sur son île, a compris que la civilisation commence par un calendrier, par des entailles dans le bois, par le refus de céder au chaos même lorsque céder serait plus simple. Vous n'êtes pas seul sur une île, mais vous vivez dans un monde qui a oublié cette leçon. Vous pouvez choisir de vous en souvenir. Vous pouvez choisir d'être ponctuel. Et vous pouvez choisir d'exiger la ponctualité. C'est un geste modeste, mais les frontières de la civilisation se défendent aussi ainsi. Un rendez-vous à la fois.